et changement de scène ponctuel, on a Dry qui a disparu. My bad. My bad. Yes, Je vous promets que je suis toujours là. Ouais, t'as quand même perdu plein de pixels. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir François, bonsoir Dry. Bienvenue pour cette petite veille techno de décembre, avant-dernier stream de l'année a priori. Messieurs, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Bah moi ça va nickel. Et ben moi, je prépare une petite maladie des familles. D'ici pas longtemps, je perds ma gorge. Comme d'hab, merci à tous les habitués qui sont déjà là. Ça motive de ouf de commencer avec d'office, pas de warm-up time et tout. On va aller taper dans la tech direct. Petite précision quand même, on avait dit dans le Discord qu'on allait essayer de passer sur le channel de mèmes en début de stream le temps que le peuple arrive. On manque de mèmes. On manque de mèmes qualitatifs, envoyez tout ce que vous avez, du respectueux bien entendu, du même qui vous amène pas en prison, ni vous ni nous, idéalement, mais envoyez les mêmes. Envoyez les mêmes. Et il y a un deuxième petit point, c'est qu'a priori, le 8 janvier, il y aura les 1 an de stream, avec tous les guests que ça implique et la commu vous qui me suivez. Donc je vais tenter d'organiser un petit événement, a priori sur Paris, début janvier, pas encore de date. Potentiellement, ce sera un peu plus tard. Je suis pas sur Paris non plus, mais on fait best effort là où la majorité des gens sont. Parce que sinon, on fait un truc à 4 à Le Touvet, hein, le petit patelin, on connaît. Et ça va bien se passer. Sur ce, trêve de plaisanterie, bam bam bam, vous connaissez la recette. On a un paquet de liens, on part pour 1h30, 2h, histoire de purger un petit peu ça. Il reste encore tellement de liens, si vous savez, genre... Il y a un moment, il y a eu un petit passage en Corse d'une semaine et quelques. J'ai pris des genre 50 liens de retard. Et depuis, je nage. Je sais pas comment ça se passe, vous les gars, pour la veille techno, si vous avez du mal à trouver ce qui vous intéresse ou si vous êtes inondé d'informations. Moi j'ai facilement trouvé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'invite régulièrement sur des Techno Watch. Donc j'ai pas mal de liens. Ha ha ha, excellent. Moi je répondrais pareil, j'avoue que je regarde un peu à droite à gauche mais ça va en vrai. J'arrive à gérer mais c'est trop dur. En fait des fois t'es obligé de faire un pas sur 2-3 trucs et c'est finito. En plus tu dis peut-être que cet article était bien mais en fait tu le liras pas et dommage. C'est ça. Mais don't worry, un petit tool est censé arriver d'ici quelques temps pour faire du... beaucoup de types de ressources du genre du site, du genre du PDF, du genre du fichier ou du texte, et vous permettre d'en faire un text to voice avec un petit récap, nettoyage, work in progress. Voilà, ça tease un peu des streams futurs, des sujets futurs. Encore tout pour les parigots MDR, oui en effet. Et écoutez, faites une densité de population avec autant de gens chouettes au même endroit et on en reparle. Moi, peu importe la ville. Sur ce, on va pas mal se passer la balle pour ce stream-là, mais c'est y part, début de veille techno. Let's go. Right. On commence par, quand même, n'hésitez pas à nous dire si la musique est trop fort, pas assez fort, si les voix sont équilibrées. On doit avoir un test d'une nouvelle régie ce soir. Elle m'a éclaté dans les mains une demi-heure, 1 heure avant qu'on arrive. Donc voilà, pas de changement de régie. Discord ne sera probablement jamais notre régie régie backup, oui, régie backup propre, mais... Bon, la veille techno. On commence par Gareth Hayes, si je n'écorche pas son prénom, son prénom je pense, qui régulièrement donne des petits XSS vectors sympas ou des slides sur des tricks particuliers pour l'exploitation front-end des browsers. Souvent ça régale, il y a du polyglotte, il y a de la mutation, il y a plein de choses. Et ça m'a un peu régalé parce que à la fois le contenu est bien, c'est une mutante avec un decoding partiel et donc il y a moyen de trigger ce qu'on va avec. Et il dit ouais super, c'est mon favori actuel, ça marche sur Chrome et Firefox. Et l'idée c'est bouteille à la mer. Voilà des choses, faites, amusez-vous si vous avez besoin. But is your payload is being blocked by the cloud front WAF then any working payload you have? I don't care. ça m'a fait rire, c'est un peu l'internet. C'est bonjour, voilà du savoir. Yes, but non, flemme. Et bien sûr, les petits héros du quotidien qui mettent la version texte, ça fait toujours plaisir. J'ai appris qu'il y a des gens qui écoutaient un peu les streams en podcast. Régalez-vous, c'est aussi fait pour. Et du coup, on va commencer à lire le code pour vous aider à le suivre. Donc, chevron ouvrant, SVG. Quel enfer. Je l'ai payloadé beaucoup trop long. Mais c'est pas l'envie de troller qui manque.
Non Pentium, on ne fera pas un truc en campagne bretonne pour un meet-up Après, on peut se faire des bières ensemble si tu veux, mais on sera pas plus de 4. On enchaîne avec un premier, ou en tout cas l'un des premiers articles des copains de Hackback. Bisous sur eux. Je viens chercher la petite bête. J'ai bien aimé l'article. J'aime bien la manière dont c'est présenté. Donc ça implique que en créant un GPT custom ou un système de prompt, on peut demander à un GPT, comme ils disent maintenant, d'aller faire des liens qui ont une belle tête, mais qui pointent vers quelque chose qui n'est pas ce qu'ils montrent. Long story short, juste faire un href avec une apparence différente de ce qu'elles vont, de celui vers quoi elles pointent. Messieurs, est-ce que c'est une faille ? Ça a été présenté dans l'article on met des liens et un peu comme avec le système de Markdown de chevron, mon lien, parenthèse et le texte, ou le dénommé, je me souviens jamais du sens, et ben on peut proposer à des gens un prompt qui va peut-être être utile pour eux, mais qui cache les liens. Bah, en vrai, il y avait la même feature, je crois, sur Discord. Donc, tout dépend de l'utilité de la chose. Forcément, on a un biais en mode on pense comme un attaquant, donc tu vois, on se dit ça peut être utilisé pour ce genre de choses. Mais je sais pas, c'est un peu. Je sais pas ce que t'en penses, Dry. Moi, je me dis qu'on peut faire des trucs pour des gens pas très attentifs. On peut faire un lien qui apparaît, mais en fait, le vrai href, c'est un autre lien. On peut toujours dans un browser faire ça, et à mon sens, on est en train de transiter d'un monde où on a des briques, des plugins, des logiciels, à un monde où on a des prompts et plus de prompts. Utiliser une lib backdoorée, c'est dangereux. Est-ce que le fait de pouvoir mettre du code dans une librairie, c'est dangereux ? Non, c'est une feature que de mettre du code dans une librairie, c'est une feature que de publier le package, et derrière c'est une faille si on installe un package qui ne contient pas ce qu'on veut, alors qu'on voulait installer le bon package. Dependency, confusion et tout. Là en l'occurrence, pour avoir les résultats de ce prompt, on trust ce prompt. Donc à mon sens, on installe ou on utilise une librairie qui contient du code malveillant certes, ou une feature douteuse certes, mais je trouve pas qu'il y ait de faille en soi. La faille, ça a été de trust un prompt fait par, je vais pas dire un random parce que quand même Noubo on l'adore, mais qui a été faite par un personnage X ou Y mal intentionné, alors que de la même manière, si on avait pris une lib backdoorée, bah bon, déjà si la lib backdoorée nous avait juste envoyé des mauvais href, c'était moindre mal, vraiment. Bref, voilà, un avis un peu mitigé sur la manière dont le threat modeling a été fait. En revanche, l'écriture est claire, le thème, bon, c'est un peu zoomé pour le stream, mais leur site, je suis vraiment fan du design, et j'ai hâte de voir la suite des articles, challenges et ressources qui viendront sur ce site. Et une fois de plus, c'est un avis sur le threat model. Après, je ne possède pas la vérité, mais je trouve ça juste sympa de voir tous les différents points de vue qu'il peut y avoir pour une même fonctionnalité ou feature. Des fois, on a reporté des bugs, on nous a dit bah non, c'est juste un feature abuse. Après, oui, en effet, on peut abuser des features. Admettons. Il y a eu pas mal de drama il y a 2 semaines sur des failles SSH avec du man in the middle et des possibilités de... J'ai pas assez backtracké pour le coup tous les logs, mais il y avait aussi des histoires d'oracle et de choses comme ça. Et je suis tombé sur cet article-là, qui était en fait 2-3 articles à base de Reddit, et qui explique que quand on fait quand on essaie de se connecter à un serveur via SSH, ils estiment qu'un tiers des clés de l'internet sont en RSA, et que parmi tout cela, 1 sur 1 million à peu près ont des soucis ou dans l'implème, ou quand on essaie de s'identifier, si une erreur de calcul est faite. Donc on est en informatique, mais oui, il y a encore des erreurs de calcul, il y a encore des bits flips, il y a encore des soucis, des fois des réseaux de CRC qui se corrompent, des choses comme ça. Une erreur côté mathématique avec une signature erronée qui est renvoyée permet de faire du PGCD entre les deux, ou en tout cas une version maths un peu plus stylée de ça, je présume, pour arriver à récupérer la clé privée. Si quelqu'un la passe en pentest, en audit, en compliance, je ne sais pas, en soi, c'est une faille, c'est de l'attaque en faute, et avant de renvoyer une signature, il faudrait vérifier qu'elle soit valide pour pas qu'on fasse fuiter. C'est comme si on faisait fuiter quelques bits d'informations sur une clé RSA, et quand on est suffisamment sneaky en crypto, ça peut être suffisant pour reconstituer la totalité. Genre quelques bits de la privée fuitée,
connaître la public et derrière se dépatouiller. En l'occurrence, celle-là, il y a vraiment quelqu'un qui a des capacités étatiques pour choper énormément d'informations partout, pour avoir la chance d'avoir une signature corrompue sur une implème vulnérable, machin. Mais voilà, si un jour vous la passez, prévenez-nous, que ce soit, je sais pas, Pentest, Bug Bounty, même sur un POC chez vous en local, hein, ça pourrait être marrant de la reproduire, mais je trouvais ça marrant. Et les réponses derrière aussi expliquées. Est-ce que j'en ai vu une, il me semble. Voilà, c'est ça la phrase qui a fait rire. Est-ce que OpenSSL, OpenSSH et tous les autres implèmes ont des contre-mesures pour les algorithmes non RSA? Et est-ce qu'ils devraient en avoir? Du genre, bon, est-ce que c'est vuln? Et s'il y a des problèmes, est-ce qu'on devrait harden? Faut harden avant qu'il y ait des problèmes. on veut un monde meilleur. Bref. Un article qui a très mal vieilli. Parce que concrètement, c'est une collection de tools faits avec des prompts d'engineering un peu custom pour aider tout à chacun à utiliser l'IA au mieux pour avancer. Le repo est intéressant. À la fois, il y a trop de tools pour se dire on va tout tester. Donc potentiellement, il n'y a pas eu un assez bon niveau de ranking des différents outils pour savoir lesquels étaient les plus intéressants. Ou alors, juste, maintenant il y a les GPTs côté ChatGPT, et en fait il n'y a plus tant d'utilité d'avoir plein de tools parce que ils ont, plutôt que de sévir un écosystème, ils ont dit on va essayer de faire tout mieux que tout le monde et manger toutes les parts de marché. Donc, on verra. Triage. Je parle de triage des articles, CryptoCartage, je ne sais pas. À moins que tu me dises de grep triage, non, je ne sais pas. Toujours est-il, il y avait des choses sympas qui permettent d'ingest Codebase, de dialoguer avec. Il y a pas mal d'outils pour faire encoding, decoding. Il y a pas mal de visual AI et autres. Ça peut aider. Bref, à poker, s'il y en a qui vraiment, si vous testez et si certains valent vraiment le coup à vos yeux, n'hésitez pas à faire signe. On pourra tester ça de notre côté aussi. On enchaîne. Alors celui-là, je me le suis mis en tant que file. Don't mind me parce que je le redéale, c'est pas grave. Push. Alors, OrangeSci, le MVP clairement, qui a fait un gros récap de 3 ans de recherche, de trial and error, de succès et d'échecs pour la Pwn2Own. Et c'est assez insane parce qu'il prend donc des appliances et il explique toutes les étapes qui ont été faites pour essayer d'attaquer, pour faire de la revue de code, pour trouver des user free, des corruptions de tampons, mémoire, machin, ce que vous voulez. Comment est-ce qu'ils ont fait leur recherche d'informations, comment est-ce qu'ils ont essayé de faire de la vulnerability analysis, d'automatiser plein de tâches. Et concrètement, le constat, c'est au bout de 3 ans, ils ont fini par péter ce qu'ils voulaient, mais avec le bug qu'ils avaient vaguement regardé la première année en se disant c'était pas exploitable. Et entre-temps, ils ont fait la marche de Frodon, concrètement. Du genre, ils ont fait toute la partie web, toute la partie protocolaire, toute la partie downgrade de firmware. Faut les regarder. De toute façon, tout le contenu Made in OrangeSci, globalement, c'est assez incroyable. Mais il y a vraiment un step by step. Bon, je ne vais pas faire ce slide ici. Mais il y a vraiment un step by step de comment on a dumpé le firmware, comment on a essayé de trouver des manières alternatives de le faire. Le fait qu'ils aient eu un exploit, mais que ça a été patché au dernier moment, qu'ils se soient dit c'est pas grave, on va l'adapter un peu, sauf qu'entre temps, tiens, un binaire qui n'était pas protégé, implémenter l'intégralité des protections, bam. Comme par hasard. Tiens. Ouais. Oh non. Ça m'embête à chaque fois quand j'ai l'impression de pas faire honneur à des slides, parce que c'est un peu comment dire. Il raconte une histoire. À moins de raconter l'histoire en entier, ça rendra pas honneur, mais foncez la lire, c'est une pépite. Et bien sûr, il met toutes ces slides accessibles sur GitHub, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas les regarder. Du coup, on enchaîne sur un article de Hackaday qui m'a pas mal régalé. C'est ça que moi j'ai fait une école de informatique réseau traitement du signal. Et bien qu'ayant pris de sacrées tatanes en traitement du signal parce que j'étais pas foufou en maths, débrouillé mais voilà, le fait qu'ils reprennent certains concepts, qu'ils donnent tous les liens pour expliquer
quelles sont les limites des câbles Ethernet, comment est-ce qu'on a trixé pour améliorer un peu, comment est-ce qu'on a trixé pour améliorer au début la bande passante, ensuite les types d'encodage, ensuite les types de décodeurs, ensuite les types de modulation, ensuite les matériaux et l'isolation pour essayer d'à chaque fois improve. Ça régale. Cet article est vraiment chouette et donne vraiment le how-to, le tout ce qu'on... En fait, on soupçonne pas, je pense, la complexité qu'il y a dans un câble coaxial ou Ethernet. Alors, on se dit, super, c'est un bout de métal. MDR. Lisez cet article, régalez-vous, c'est plaisir. Et il y a quand même des petits gotchas à la fin qui m'ont régalé. Oui, on va pouvoir améliorer notre Ethernet, prendre du 10 gigabits, prendre du 100 gigabits, machin, enfin prendre du 10, du 20 et plus. Sauf que, à partir du moment où le 10 gigabits basté commencera à être un peu vieux, donc ça c'est déjà achetable par vous, moi, sur Amazon ou shop plus respectable. C'est encore un partenariat qui meurt quand je dis ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, c'est potentiellement les derniers câbles Ethernet qu'on achète. Parce que d'ici quelques temps, nos ordi vont peut-être se dire c'est dommage d'être throttle de ce côté-là, on va juste se débrouiller pour que, plutôt que de faire arriver fibre into box, into Ethernet, on fera arriver fibre into fibre, en fait, on aura mais oui. Donc potentiellement le coût dans un ordinateur pour décoder de la fibre sera un peu plus élevé. Est-ce vrai? Peut-être pas, c'est juste un peut-être. Mais voilà, comme ils disent, brace yourself, soon they will provide the potential for 100 plus gigabits home internet networks. Et ce sera génial. Et ce sera pas cher. Alors, cartage c'est en français aussi, ok. Oui, j'ai testé la plupart, au final je me retrouve avec 20 GPT. Eh ben, n'hésite pas, potentiellement je te ping après le stream, ou ping-moi en tout cas, comme ça je n'oublierai pas. Il y a un stream spécifique IA qui arrive avec du prompt engineering, du LangChain, du LLM en local. Si tu as envie de faire un récap sur les trouvailles qu'il y a eu, ce serait avec grand plaisir. Be my guest. Be our guest, potentiellement. Alors, Octopi, petit tool, ce qui va à l'encontre de toutes les vibes IA et autres. J'ai bien aimé parce que l'idée c'est de pouvoir prendre des fichiers, et derrière aller faire de la reconnaissance de caractères, du regex, de l'extraction de données, pour pouvoir savoir s'il y a de la donnée personnellement identifiable dedans. Toutes les boîtes en ont besoin globalement. Je dis pas que c'est la meilleure approche pour le faire, c'en est une. Mais en tout cas qu'elle mérite d'être open source et relativement maintenue de mémoire. Voilà, 2 semaines le plus vieux commit, en vrai c'est du projet encore récent et décent. Et j'ai bien aimé ce petit schéma. Prendre une image, il a rotate, il a grayscale, il a monochrome, pour du coup faire, pas avoir une échelle de gris, mais vraiment avoir du noir-blanc pour améliorer au maximum la détection. Ils font de la moyenne pour essayer, un peu de lissage pour essayer d'améliorer. Ils font un Gaussian threshold, donc pas un Gaussian blur. Et ensuite, ils font du deskew pour essayer de vraiment ajuster au maximum l'orientation du fichier analysé. Et suite à ça, ils font de l'OCR et plus. Donc, c'est pas, on a mis de l'OCR sur tous les fichiers. Ils ont vraiment essayé de faire un post-traitement, c'est potentiellement gourmand. Mais je me dis, une boîte qui souffre d'un data leak assez énorme serait potentiellement très content de tomber sur ce genre d'outils pour creuser, analyser et pas inspecter 2 Tera de données à la main. On pense aux gros leaks qu'il y avait eu côté Microsoft, côté Project Red et j'en passe. Clairement, il y a un moment, il y a besoin. Serait-il mentionné qu'il y a parfois des GPT malveillants et qu'ils sont tous flag dans le petit onglet Security? Nice. This one is not mine. François, je reconnais. Ouais. Vas-y. Alors, est-ce qu'on peut peut-être aller au suivant d'abord, qui est le tweet sur lequel on trouve ce blog post? On peut faire ça. Alors, il y a eu récemment une team qui a fait des recherches sur l'application de messagerie Nothing Chat. Cette application de messagerie, alors je sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis il y a une sorte de discrimination entre les gens qui ont un iPhone et qui ont des bulles de conversation bleues entre eux, et les gens qui ont un Android et qui, quand ils parlent avec des gens qui ont un iPhone, ont une bulle de conversation verte sur l'application iPhone. Oui. Sacré level de rage. Voilà, c'est
c'est pas mon choix. Moi, je trouve que c'est un petit peu futile, mais heureusement, Nothing Phone a trouvé une solution. Ils ont trouvé un moyen de créer une infrastructure dans laquelle en fait les messages sont envoyés à un data center de chez Nothing Phone, dans lequel eux ils ont plein de Mac. Et donc avec la clé d'identification Apple du client qui est envoyé sur ces serveurs, ils peuvent envoyer des iMessages à partir d'un Android. Oh. Je pense que vous avez déjà compris qu'il y a pas mal de soucis ici. Et donc le monsieur Kishan Bagaria explique que globalement le premier problème c'est qu'en fait cette requête d'envoyer un message elle n'est pas faite sur HTTPS mais sur HTTP. Donc déjà, vous comprenez qu'il y a un souci, puisque c'est des SMS. Tu peux expliquer s'il te plaît, je ne comprends pas le problème. Ouais, il y a un gros souci, c'est des SMS. Et donc en fait, pour faire fonctionner le backend, ils ont utilisé une partie d'un repo open source qui s'appelle Blue Bubbles, qui est dans le 2e tweet, je crois. Donc c'est un thread. Ah oui, excuse. Voilà. Donc Blue Bubbles, ça tient son nom des bulles de conversation qui sont bleues sur iPhone. Et oui, c'est important. Et donc la team de recherche qui a découvert ça a décidé de le remonter à Nothing, qui eux l'ont remonté à Blue Bubbles, et Blue Bubbles a dit non, c'est pas vrai. En fait, on a un algorithme maison qui chiffre les données avant de les envoyer sur HTTP. Donc, en fait, ils ont réimplémenté HTTPS dans HTTP. D'après ce qu'ils disent, encore une fois. Encore une fois, je pense qu'ils se protègent surtout et qu'ils acceptent pas d'avoir eu des mauvaises pratiques de sécurité. Donc ils ont essayé et puis en fait tu peux aller au tweet suivant dans lequel ça me choque tout ça pour des Blue Bubbles. Oui, genre, c'est ouf. Juste on peut reparler quand même de la source du truc. C'est des gens qui se sentent trop pauvres d'être affichés avec pas une bulle bleue quand ils envoient des messages à des gens qui ont des iPhones. Bon, surtout que Nothing Phone, alors ils sont moins chers que les iPhones, mais c'est pas non plus les Android les moins chers quoi. Enfin, c'est des flagships moins chers que les flagships des autres marques, mais bon, enfin bref, c'est first world problems, mais il y a eu des vrais trouvailles. Donc les gars ils ont poké le truc, puis ils se sont rendus compte qu'en fait malgré ce que le repo a avancé, c'était pas du tout une réimplème maison de HTTPS et que ça transitait en plain text. Donc il y a un POC qu'on peut trouver sur GitHub. Et donc là vient le blog post dans lequel ils expliquent ça beaucoup plus en détail. Ils expliquent comment ils font fonctionner ce back-end là. Et en fait, on se rend compte que c'est pas parce que tu as une certification ISO 27001 que tu as des bonnes pratiques de sécurité, puisqu'en fait, Nothing en a une, Sunbird est une application qui fait pareil, en a une. Oui, tiens. Et je me demande à quel point il y aurait moyen de faire des systèmes ghetto pour que ça fonctionne, mais parce que là, ça fait apparaître une Blue Bubble, ok. Mais est-ce que ça spoof? Ah oui, de toute façon, c'est lié au numéro. C'est lié au vrai compte Apple. En fait, les gens doivent se connecter sur leur compte Apple. C'est une dinguerie. Et après, ils envoient le token sur les serveurs de chez Sunbird. Juste pour des Blue Bubbles, quoi. C'est même pas un token de délégation. Il n'y a pas de rôle pour dire envoyer des messages à ma. Si, il y a sûrement des rôles pour dire envoyer des messages. Sinon, c'est juste tu donnes ton token en mode self-account takeover, quoi. Non. Voilà. Ok. Si, non, alors, je sais pas. Dans mes souvenirs, c'était ça. Alors, peut-être qu'il y a ce fonctionnement de envoie des messages à ma place, mais encore une fois, je suis pas sûr qu'Apple propose ça, parce que sinon, tout le monde aurait peut-être ce moyen. Pas forcément, ils le proposent volontairement, mais en fait, vu les niveaux de sécurité d'Apple, j'ose espérer qu'ils ont des tokens qui donnent des droits par type de catégorie d'action. Tu vois, quand tu acceptes un login Google, ton hôte, il a certains claims du genre j'ai le droit. Ton appli demande des autorisations spécifiques. Sinon, toutes les applis de nos browsers et nos login with pourraient faire étoile, et ça ne serait pas une bonne chose du tout. C'est vrai. Genre, pas du tout.
Très bien. Très bien. Non, je suis vraiment outré parce que déjà, c'est un service où t'as pas d'iPhone. T'as acheté un téléphone qui coûtait quand même quelque chose. Tu payes pour avoir des systèmes qui flex, qui te mettent en danger. Non, Alors, ça n'a aucun sens. l'application, elle est par défaut. Les Blue Bubbles sont pas activés par défaut. C'est une option que tu vas cocher si tu veux vraiment avoir des messages qui apparaissent en bleu chez tes amis qui ont un téléphone plus cher que toi. Mais voilà, il y a quand même des gros défauts. Je sais pas s'ils ont un complexe, ils ont qu'à acheter 2 téléphones, envoyer 2 fois plus de SMS. Hein. C'est vrai. C'est pas Ou flex. acheter un iPhone 4 un seconde iPhone, main. Et ouais, c'est voilà. clair. Certes, en vrai, je suis sûr que tu fais une petite application qui va juste se connecter quelque part. Toi, tu dis que tu envoies des SMS, ton tel, il les poule et il les renvoie. Pas besoin de s'embêter, c'est pas besoin de s'embêter. Enfin, quoi que si, parce que du coup, sur iPhone, si tu veux pouvoir faire ce genre de choses, soit t'as un équivalent de ADB qui fait que tu dois pouvoir demander à ton tel d'envoyer des messages, soit si tu dois faire une application qu'il fasse pour toi, ça veut dire que tu es censé pouvoir la publier ou avoir le moyen de la tester en local, donc... Je sais pas, moi je faisais un peu de dev Android, je sais pas à quel point ça se fait émulation iPhone, je pense que oui pour les devs qui ont la licence Xcode. Mais après pour pouvoir installer l'application, de toute façon tant qu'elle n'a pas été publiée et signée, il te faut un iPhone jailbreaké, non? Je pense, oui. Mais, plaisir. Un plaisir. Ah yes, lui je te l'avais mis en suggestion. Ah ouais. Alors Il va être pas celui-là, mal. c'est une belle brique. Heureusement, j'ai posé un RTT pour le lire. Non, il est vraiment cool. C'est donc la plateforme France Identité pour nos amis qui seraient peut-être pas français, francophones certainement, mais pas français. C'est la plateforme qui va gérer toutes les toutes les authentifications de votre identité. Alors c'est un service, je crois, qui est en lien avec l'identité numérique de la Poste. C'est censé être un truc vraiment sécure pour se connecter partout. Je sais plus pourquoi je m'en étais servi moi. Et globalement, ça touche aux données à caractère personnel de 70 millions de Français, donc c'est quand même une base de données, je pense, assez sensible. Et donc France Identité a ouvert un bug bounty. Leur truc à Arden, le gars qui a reversé, il a trouvé des trucs, mais je pense que c'est un fou furieux. Donc quand il s'est inscrit sur ce bug bounty, il a reçu une fausse carte d'identité qu'il met en photo. Donc c'est les nouvelles cartes, c'est les cartes à puce. Moi j'en ai pas une, je sais pas si vous en avez une. J'ai une nouvelle, vous voulez que je vous la montre? Avec toutes les infos dessus. Carrément. Non, en vrai j'ai reçu, je vais être picky, la solidité de ces cartes, c'est mieux que les anciennes qui étaient longues et qui se déglinguaient, mais celles-là sont pas non plus... Mais du coup il y a moyen d'avoir une carte de test d'identité pour France Connect. Ouais, tout à fait. Alors, Excellent. essaie pas de passer quelques frontières. Déjà, c'est écrit en rouge spécimen dessus. Et puis voilà, globalement, il explique qu'il a le droit un peu de rien faire avec. Oui. En revanche, Encore, ouais. France Identité propose. L'objectif, c'est aussi un petit peu de moderniser le monde, hein, sinon ils auraient pas mis la puce, ils auraient laissé des petites cartes en plastique avec juste des numéros dessus. Ils proposent de se connecter grâce à son téléphone par le biais d'une appli. Alors j'ai plus le nom de l'appli, mais ça doit être l'identité numérique ou un truc comme ça, ou France Identité tout simplement. On est d'accord, pour l'instant il n'y a aucun lien software avec la carte, genre le téléphone peut pas gérer ta carte d'identité. Non. Okay. Non. Okay. Bon, en revanche, tu peux poser ton téléphone contre ta carte et là, il explique un petit peu comment il imaginait le transit des données entre la carte et le terminal qui gère les données de France Identité. Alors ça a du sens. Après, on peut imaginer que ce soit un poil plus complexe quand même. T'as au moins, je pense, la lecture de NFC de la carte qui fait une intent pour ouvrir une application France Connect, qui elle fait une intent pour... Il y a moyen que ça fasse plus de trampoline que ce qu'il montre. Voilà, c'est le flow proposé, un flow un peu simplifié. Alors moi, je l'ai bien aimé ce schéma, puisqu'en fait, il montre un peu un fil avec autour les couches du modèle OSI qui s'ajoutent. Moi, j'ai bien aimé ce petit schéma.
Donc, il explique tout d'abord comment se fait le E2E Secure Channel, le handshake entre l'appli et le back-end. Il vérifie les signatures, enfin voilà, un handshake. Il reverse tout le handshake, les algos de chiffrement de signature. Tu peux beaucoup descendre. Je peux beaucoup descendre. Voilà, jusqu'au 5, je crois. Ok. Où il parle là, des Reverse notions crypto Android, qui me I dépassent guess. pas mal. Ouais, tout à fait. Il reverse du Android. Ok. Et je crois qu'il trouve un défaut d'implémentation dans l'algo AES-GCM à partir du vecteur d'initialisation. Pro tips, RootMe, il y a pas mal de chal AES, y compris du GCM avec ce genre de strat. Et c'est relativement un classique hein, que d'aller choper du bytecode côté APK ou IPA, donc les API Android ou iPhone, et derrière choper le décompiler Java et essayer de réimplémenter du chiffrement, déchiffrement avec quelque chose de plus modifiable, prototypable, genre Python ou JS. Ou n'importe quoi d'autre, hein, pick your player. AES GCM est quand même de base le AES actuellement, à mon sens reconnu en tant que le plus Robuste. polish, robuste et polyvalent, on va dire. Mais clairement, si on signe plusieurs fois des messages avec le M Initialization Vector, il y a moyen de casser tout ça. Ouais. Et oui. Ouais. Et donc il a trouvé, je crois, 4 ou 5 vulnérabilités. C'est plus des défauts d'implémentation que des vraies vulnérabilités, puisque ça touche essentiellement à du chiffrement. Le premier, c'est la réutilisation du vecteur d'initialisation. Le deuxième, c'est qu'il a vu que l'application ne vérifiait pas l'ID de l'application, enfin le backend ne vérifie pas l'ID de l'application pendant le handshake. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu entends par l'ID de l'application dans ce contexte? Alors application ID, alors je l'ai lu il y a 2 semaines celui-là. D'accord. On dirait que c'est un peu comme si c'était différents clients pour se connecter et faire de la gestion de compte, mais que... Ouais, il me semble que c'est Ouais. ça, et qu'en fait tu pouvais remplacer par, ouais c'est ça, par pré-prod je crois. Ouais, tu pouvais. Ah, c'est certaines clés dans... Ok. Ça veut dire qu'on peut lui demander, si ce système est pété là, de générer des signatures pour potentiellement d'autres domaines. Ouais, il me semble que c'était ça. Ok. Il avait ajouté Ouais. un E à France Identité. Ouais. Ok. C'était beaucoup, hein. Il est long. Ouais, putain. Yep. Et en plus, je l'ai lu il y a longtemps. Alors, il y avait. C'est quoi ça? Il est ultra long. Ouais, non, c'est des primitifs crypto. Comment... Enfin... Clairement, celui-là, je l'ai pas lu, mais... Ok, qu'est-ce que tu as retenu, big picture, de cet article? Qu'est-ce qui... On le lit si on cherche quoi? On le lit si on cherche à gagner beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, quand je vois le niveau que le gars a pour trouver des petits défauts d'implémentation qui ont probablement une reachabilité déjà assez basse et un impact potentiellement pas si haut que ça, faut se lever tôt pour pas grand chose. Ok, donc mec plutôt chaud qui a vraiment fait... Par contre, voilà, gros boulot en reverse. Il explique beaucoup comment lui la reverse, à la fois l'application, toute la communication avec le back-end, et comment il réfléchit. Moi, ça m'a beaucoup intéressé tout ça. Right. Eh ben, à lire. Mais c'est bien de se prendre le temps de reverser des choses. Je sais qu'il parle de bug bounty qui prennent en compte des applications mobiles dans leur scope. Et souvent, les gens essaient de chercher soit des failles qui permettent de s'attaquer au téléphone, soit reverse l'appli ou choper le trafic en dynamique pour pouvoir mieux attaquer le site. Mais c'est rarement sur la couche entre le tel et les serveurs que la recherche est faite, parce que les gens se disent, bon bah, c'est la donnée de l'utilisateur et qui transite, mais en soi là, choper un file crypto de l'appli qui permettrait de déchiffrer tous les messages
chiffrer que quelqu'un a envoyé, même si c'est plus sur son téléphone. Le scénario est un peu tricky, mais c'est nice. C'est nice. Bon petit cas d'étude en vrai. Et t'as parlé de thunes. Il s'est fait de la thune. On va parler de thunes. Alors, il parle pas de thunes dans l'article. Par contre, moi, je suis allé regarder combien tu gagnais pour aller péter une infra qui touche à l'identité des 70 millions de citoyens français. Ouais. Pour moi, c'est une donnée sensible. Alors, non pas que mon obsèque soit bonne, mais je veux dire, demain, quelqu'un pète ce serveur-là et à mon identité, ça ne me plaît pas. Ouais, bien sûr. Parce qu'éventuellement, il trouve un bon faussaire, il fait une carte d'identité avec mon nom, et puis après, il va faire des bêtises. Arrête les tutoriels pour les méchants, s'il te plaît. Ils ont pas besoin de mes idées. Oui, et là, qu'est-ce qu'il ferait? Il viendrait juste devant chez moi, il attendrait que je sorte, il aurait de l'anthrax comme ça, là. Non. Non, right. Voilà. Et donc, j'ai vu que je crois que le plus gros, donc RCE, RCE, gros dump de beaucoup de données, c'était 20 000 euros. Je me disais, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'identité de 70 millions de Français, donc je me dis, c'est pas assez non plus. Ouais, c'est ce que je veux dire, ouais. En vrai, j'aurais peut-être pensé plus, en vrai. Voilà, Vu ce que ça touche. Si j'ai pas de morale et que je vais vendre ça sur le dark web, je pense que je me fais, mais alors, beaucoup plus. Potentiellement. Mais ce serait intéressant de comparer, par exemple, je sais que Norvège, Suède, ils ont des outils pour centraliser ta sécu, ton compte, tes médecins, tes rendez-vous, ton système de prêt, ton système de location ou d'achat de baraque, et j'en passe, ils ont vraiment globalisé tout ça au maximum. Eux, c'est vachement plus ancien que nous, et pourtant vachement plus rodé que nous. Et du coup, peut-être plus rodé que nous. Et je serais curieux de savoir combien ils payent. Donc à regarder pour des failles équivalentes ce qu'il en est. Peut être fun. Vous êtes au courant un peu de ce qui se passe pour le problème de bug bounty GouVFR? Excellent. Je sais pas si ça a changé depuis la dernière fois que j'ai regardé, mais GouVFR bug bounty programme. De mémoire, c'est un bug bounty qui est ouvert genre 2-3 jours par an. Et non, pas cybermalveillance, parce que ça, il y en a plusieurs. Peut-être numérique Gouv, ça, Francine, on savait. Voilà. Il faut un système où il faut s'inscrire, en tout cas, il fallait s'inscrire pour avoir le droit de taper sur les sites en gouv.fr pendant 2 jours. Et je sais pas si c'était rémunéré ou pas, mais concrètement, faut s'inscrire, faut montrer patte blanche, faut avoir un casier, faut prendre le temps de le faire, faut bloquer les 2 jours parce que forcément, si tu dois travailler à ce moment-là, tu dois les poser. Et ça veut dire qu'en théorie, t'as pas le droit de taper sur l'infra le reste du temps sous peine de attaquer un site dont t'as pas le droit de taper. Mais te dire que t'attends et tu fais que les 2 jours, les gens, quand ils posent un jour pour aller faire du bug bounty, c'est potentiellement pour essayer d'être rentable, donc ils ont regardé un peu en avance. Donc vraiment, le concept, le design de leur bug bounty encourage les gens à faire du bruit, emmerder le SOC, etc. Et puis en 2 jours, ils ont fait leur reco et puis ils rentrent chez eux, non? Ouais, franchement, faut pas dormir, théorie, oui, faudrait voir si ça a changé, mais je sais que la forme, il y aura un système d'inscription. Les équipes du commandement de la cyberdéfense sont déjà à l'heure réfléchir à un nouveau format qui pourrait s'étendre. Bien un nouveau format. Ouais, ça c'est bien ça, oui. Pour ne pas, voilà. Suivez Comme Cyber sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les prochaines inscriptions. Mais même moi, je suis pas aussi putaclic avec les streams. C'est terrible. Suivez la Lucas sur Twitter. Afin de participer au bug bounty sur mes sites personnels, évidemment. Do not. Ah, nice. Qui c'est qui a eu la motive de le faire, celui-là? C'est moi. Joli. Je voulais lire depuis un moment, j'ai pas eu le temps de backtrack. Je me suis dit c'est ok parce que j'ai fait du web en dev et je me disais cookie or not cookie. Et d'après cet article, j'avais fait le bon choix à l'époque. Donc Monsieur James Kettle recommande d'utiliser plutôt le web storage que les cookies. La raison est assez simple, c'est que les cookies sont vulnérables by design. Pour cette raison, on a ajouté le HTTP only, on a ajouté des flags de sécurité parce que par design, il est pas bon. Alors que... Attends, by design, ils sont vulnérables. À quoi? Vulnérables, non. Mais ils sont... ils exposent des données à l'application. Ok. Alors... C'est la question piège.
Alors, ils sont accessibles par d'autres, par des composants de la page qui peuvent accéder aux cookies, sauf si les flags de sécurité sont set. Et Ok. le web storage, il a une policy qui est la policy de Same Origin, qui fait que même si on a un transit qui se fait en HTTP, une application, sortira pas. voilà, Il sera pas renvoyé over ça- plain text. ça sortira pas. Et même si on a une application qui est exposée en HTTP et en HTTPS, bah, la partie HTTPS aura pas accès au web storage de la partie HTTP. Voilà. Si je puis me permettre, il y a un très bon point qui est soulevé par Noël dans le chat, c'est que si Surf, si tu te débrouilles pour avoir un form qui s'auto-submit ou avoir une image qui fait un get quelque part, si tu es sur le même domaine, ton cookie est auto-envoyé. Alors qu'un bout de données qui est dans le local storage, ok, tout le monde peut y toucher, mais il n'y a pas d'auto-submit. Il faut vraiment qu'il y ait du JS, il faut qu'il y ait une XSS confirmée pour le faire. Un argument qui a toujours été en faveur de faut pas qu'il y ait du local storage, c'est tout le monde peut toucher ce contenu-là et du coup n'importe quelle faille peut permettre de voler des identifiants de session ou des cookies, enfin pas des cookies mais des JWT ou des tokens de session qui seraient stockés en local storage. Mais concrètement, si on a du JavaScript dans le browser, ben, même si on n'a pas le droit d'y toucher, tant qu'on fait tout à partir du browser de la victime vers le back-end, ça veut dire que même sans faire fuiter le token de session, il sera auto-ajouté par feature de browser à toutes nos requêtes. Donc concrètement, on a essayé en refusant l'utilisation de tokens et de web storage et de local storage et de ce que vous voulez. En refusant ça, on a forcé les gens pour la bonne cause de continuer à s'embêter à implémenter des cookies dans un monde où toutes les applis sont SPA et ont besoin de JS et de front. Bref, on a compliqué les choses pour, à mon sens, pas grand-chose. Si t'as de l'auto-submit, a priori t'as du JS. Bluesheet, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien que t'aies raison, mais il y a peut-être des méta en HTML qui forcent un auto-refresh ou un auto... Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr. Ouais, et McDostone non plus. SPA, Single Page Application, c'est du full JS pour les process, la page, et du coup, il n'y a plus vraiment une requête, une page. C'est une page qui est un front en JS qui va choper plein de données pour enrichir le front. Compliqué à expliquer sans schéma. La suite ? La suite. Il essaie de bien faire la différence entre les deux types, est-ce que ça apporte et retire. Voilà. En fait, même si on peut se dire les cookies c'est bon, il y a le HTTP only et tout, ça va être sécu. Finalement, en fait, le web storage c'est pareil, mais par défaut, et juste comme il n'y a pas marqué, on a des flags de sécurité, on pourrait se dire que c'est moins sécurisé. Je suis assez d'accord avec la dernière phrase aussi, c'est clairement au premier regard, les cookies ont l'air d'avoir plus de security features, mais de manière générale, c'est jamais que des patchs sur un design de base pas ouf. Donc autant accepter de simplifier et d'avoir un peu moins de patchs, mais d'avoir un design propre. Et au moins, on sait, on n'a pas de choses qu'on pense sécures qui en fait le sont pas. On sait que on a un état de sécurité qui est tel, mais vu qu'on gagne beaucoup en simplification et qu'on tue un ou deux types de bugs, genre les 6 surf au passage, c'est rentable. C'est comme d'hab, c'est du trade-off. Oui. Alors, on enchaîne avec Argument Injection Vector, un talk de... Ah, il a pas mis le lien, si. Cool. Un tool de un gars qui travaille à Sonar Source, donc forcément j'ai perdu le nom à moins que ce soit Thomas Chauchefoin. Si c'est le seul committeur, oui. Non, c'était lui. Donc un tool de Thomas Chauchefoin, c'est très mignon. Concrètement, il y a eu un talk où il expliquait à quel point les argument injection étaient sous-cotés par rapport aux injections de commandes. Et je suis totalement d'accord. Déjà, le talk m'a régalé. Ensuite, il a sorti un équivalent du GTFO-bin ou LOLBAS ou LOLDriver, je ne sais plus exactement, qui explique avec certains types de commandes comment est-ce qu'on peut, via une injection d'arguments, arriver à RCE quand même. Par exemple, si on regarde pour du AG qui a un équivalent de Git, si on veut,
ben, on voit qu'on peut demander de définir un alias puis de l'appeler. Donc on va faire hg cat, mais en disant que cat c'est exécute telle commande. Et donc avec d'un système de subshell comme ça, il y a moyen de s'en sortir. Il en a trouvé un sur Chrome qui m'a régalé, avec GPU Launcher où en fait juste ça indique quel programme, quelle commande doit être invoquée pour lancer le GPU. Et là où c'est sympa, c'est que du coup il y a de la redirection, il y a du dollar parenthèse, il y a du parsing, etc. C'est vraiment un bash-c derrière et pas un exec.de, donc c'est très souple. Gros avantage de ça, c'est qu'il y a plein d'endroits où tester des dollars parenthèses, tester des espaces, tester des $IFS, des choses comme ça, c'est compliqué. Tester un "-h" ou un "-help" ou un "-" version de partout et voir si ça change le contenu. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de batchar, il n'y a pas d'encodage, il n'y a pas de problème. Et vous le saurez très vite si la page se comporte différemment ou pas. Et derrière, à la commu, d'augmenter un peu cette base de connaissances pour faire fonctionner le tout. Mais en tout cas, ça a de la valeur. Je m'étais déjà retrouvé avec je pense que c'était un Gitbucket sur un domaine de Google. Il n'y avait que l'injection d'arguments, donc j'avais le guide, je pouvais faire du help, je pouvais faire pas mal de choses, donc en bug bounty, pas en whale. Et j'ai vraiment creusé et pas réussi à faire autre chose, et ils ont dit oui, c'est by design, t'inquiète. Donc j'étais un peu déçu. François, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ta sensibilité? On entend ma... Ah ouais. Parce que moi je m'entends ma voix. J'entends ma voix un peu en retour et un tout petit peu de je fais ça. D'accord. Et bien sûr, les rediffs de la Grehack. Je vais revenir là-dessus. YouTube, Grehack. N'hésitez pas à aller les suivre parce que. C'est une opif que j'avais fait ça, mais n'hésitez pas, il y a plein de confs chouettes. Il y a plein de confs chouettes. Il y a eu plein de talks chouettes durant cette conf et il y a plein d'autres confs chouettes qui ont leur rediff sur YouTube. Faites votre petite veille, allez choper tout ce qui traîne parce qu'il y a. Ils se prennent la tête. En plus là c'est un gars Cooper qui vraiment fait de la prise de vue, fait du suivi et tout propre. Il y a un peu de montage derrière. Je tiens à reconnaître le travail de qualité qui est fait de ce côté-là. Et donc Jean-Michel côté Sonar Source qui est quand même à son tour payé le crédit, comme on dit, rendu honneur aux outils qui étaient là et qui avaient l'antécédence, en particulier Argument Injection Hammer, qui est un système où, pour différents types de binaires, hop là, je reviens en arrière. Allez, non, j'ai pas le droit de revenir en arrière. Intéressant. Ok. Tool qui, pour tout un tas de binaires, arrive à générer des payloads qui, en tant qu'argument, arriveront à faire transformer les exécutions d'arguments en exécution de commandes. Donc ils sont quand même embêtés à faire une liste assez décente et derrière il y a moyen de faire ce genre de binaire dans Burp via l'extension. C'est pas un standalone, c'est une extension Burp. 4 years old, j'espère qu'elle marche encore. Je vais pas tester. Oui. Alors c'est CSurf versus XSS. Moi j'ai vachement plus peur d'XSS que du CSurf, mais il peut y avoir un impact très sympa. Le diff être au niveau du dev, c'est la limite du stockage. Ouais, tu peux mettre plus de données, je pense, dans le local storage que dans des cookies. Tu peux en envoyer plus aussi. T'as pas forcément intérêt à en envoyer plus pour pas qu'il y ait un overhead énorme in fine. Hello Lux, bienvenue. Non, au niveau dev, la vraie limite, c'est... tu disais peut-être pas Metasan stockage en termes de volume, mais en termes de... Est-ce que j'ai le droit de prendre mon token et de l'envoyer ailleurs? Peut-être, je sais pas. En tout cas, une problématique assez fréquente avec ça, c'est... j'ai un site A qui me permet de générer un token, j'ai besoin d'accéder à un site B et C, sauf que si c'est un cookie, j'ai pas le droit d'y toucher avec le JS, j'ai pas le droit d'envoyer un autre site, je suis niqué. Si on a un domaine qui fait de l'autente pour plusieurs sites, genre un SSO, on est très content qu'il puisse nous donner un JWT avec authentification valide pour site A, site B, site C, et que derrière on puisse en JS aller le forward là où on veut. Alors, si t'as plus peur d'XSS, mais pas tes cookies dans le local storage. D'accord, mais pas tes infos. Je suis pas d'accord. Mais pas tes cookies. Si t'as peur d'une XSS, tu te volais ton cookie, mais même si tu l'as... Ok, on recommence. Si t'as peur d'une XSS, tu te fais voler tes infos qui sont dans le local storage. Admettons. Mais du coup, si toi, tu les utilises de chez toi, tu vas pouvoir te faire cramer avec du behavioral, du browser fingerprint ou de l'IP detection. Alors que si tu as une XSS dans le browser de ta victime et que tu émets les requêtes du genre upload un shell ou fais ça, tout se fait depuis son browser. Il est déjà connecté au moment où ça marche, donc vraiment c'est son comportement. T'as pas d'IP qui change, ni de fingerprint qui change.
et t'as rien à exfiltrer vu que tout se fait en malveillant directement chez lui. Donc, à mon sens, le fait d'avoir les infos en cookie ou en token stocké dans le local storage, pour une XSS, fait pas forcément la diff. Il y a moyen d'être en interactif dans la page de la victime, moyennant les CSP pas trop violentes, et de continuer à faire des choses. Donc en vrai, ça n'a pas un impact énorme. À mes yeux, une fois de plus, hein, je n'ai pas la vérité ultime. On enchaîne avec une faille de Google Agenda. Je suis pas là pour jeter les pierres, mais une fois que le canal a été ouvert, l'attaquant n'a plus qu'à attendre sa cible tombe dans le piège. Lorsque Google Agenda se synchronise, la commande malveillante s'exécute automatiquement par le biais de l'événement. Les pirates peuvent activer des commandes à distance sur l'ordinateur de sa cible. Un échange secret entre l'attaquant et la victime voit le jour avec Google Agenda comme intermédiaire. Alors, tout l'article fait comprendre « Oh mon Dieu, Google Agenda, danger ». Il y a des dangers avec Google Calendar, comme le fait de pouvoir envoyer des événements ICS, comme le fait de pouvoir spoofer des mails, comme le fait de pouvoir, des fois, changer l'apparence de certains liens. Coucou les GPT, du coup. Mais là, ils en parlent comme ton Google Calendar se synchro et paf, il y a exécution de commande chez toi. Oui. C'est pas de chance. J'ose espérer que ce qu'ils ont voulu expliquer et que moi j'ai lu un peu trop en diagonale, ça peut aussi, c'est vraiment le fait que Google Calendar puisse être utilisé en tant que canal de communication vers un C2. Par exemple, s'il y a un argument, s'il y a un calendar en commun, bah on peut avoir un botnet ou un malware quelconque, un rat si vous voulez, qui va être l'implant, dire tiens je fais remonter de l'information chiffrée dans la description d'un Google Cal, juste en modifiant la doc via l'API et un token ou même via un événement publiquement modifiable. Et derrière, leur descend de l'autre côté au C2, le C2 qui le met à jour, leur dit qu'il exécute la commande. On va pas bloquer Google Calendar, mais ça sert à rien de dire c'est la faute de Google Calendar. Je veux dire, on pourrait avoir Reddit en tant que command and control, on pourrait avoir c'est ça, Teams, on pourrait avoir Discord, on pourrait avoir n'importe quel lien random sur l'internet. Donc, je trouve ça un peu putaclic d'avoir mis Google Agenda en spray partout, alors que on aurait pu mettre attention. Les créateurs de logiciels s'inquiètent parce que les logiciels et sites peuvent être utilisés pour faire parler des logiciels entre eux. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Et en plus, il n'y a même pas de bulle bleue, donc c'est la loose. Téléphone de pauvre. Bref, cet article m'a un peu blasé. Voilà. Oui, bah après. Mais bon. Mais on peut se déblaser. Il y a Eduardo Nouri, donc je connais pas le gars, mais j'aime bien les petites histoires. Des fois, on dit voilà, Shell en 10 étapes, et le gars explique un peu. Et celui-là est assez, à mon sens, relatable, avec un très bel accent français, en termes de chemin lors d'une mission de pentest ou de bug bounty ou autre. Bon, le côté hello, je viens de drop une RCE en moins de 6 heures, nanana. Bon, ok, GG, beau flex. Ok, petit pentest, du software third party qui avait l'air d'être payant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les sources, à base de 2IS plus du Java plus du JSP. Déjà on se dit 2IS short name, Java JSP, donc file write égale écriture de web shell, donc il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être sympas. Donc pourquoi pas. Il a googlé, il a rien trouvé, ensuite il a trouvé un point ISO dans un forum chinois, Lucky Shot, ou en tout cas bon dork peut-être. Unzip, récupérer les points cab, faire du reverse, récupérer les points JSP, regarder un peu le contenu, donc il parle de MetaInf et de Jadix UI, donc il y a eu du bytecode Java reversé. Jadix et Jeb sont géniaux pour ça, peut-être plus Jeb parce qu'il fait 3 décompilos différents de mémoire et il donne celui qui lui semble être le meilleur en fonction de heuristique, donc c'est nice. Il a chopé tous les passes. Pour tous les passes, il a demandé à ChatGPT de générer des requêtes. Puis ensuite, il a essayé de faire un peu, jouer pour voir s'il n'y avait pas de la SSRF, de la XXE, du XML, machin. Lucky Shot, il y a du XML, XML plus Java, on l'a dit, conclusion XXE, très souvent en tout cas, quand c'est pas du unserialize. Et derrière, XXE plus file read, potentiellement plus, web config pour choper les secrets, et des fois view state to RCE. Et du coup, RCE ou pas, dès qu'il y a la SSRF, dans les environnements cloud, il y a moyen de faire du dégât. Alors, je vais avancer un peu la musique, parce que ce passage-là, il me saoule à chaque fois.
Voilà, C'est le Euh, meilleur celui-là. évidemment. Oui, on changera de musique, j'ai des plans, mais je vous avoue que j'ai un peu la complexité de trouver du temps libre en ce moment. Mais j'ai des petits plans chouettes qui arrivent. Donc voilà, blog post et explication d'une petite how to RCE, j'aime bien. Et surtout l'usage qu'on voit de plus en plus fréquent de ChatGPT pour la partie offensive, là, which is nice.